Elle a un enfant, mais elle a perdu l'homme. Une phrase glaciale. Une phrase si dure qu'elle semblait avoir été prononcée sans souffle, sans cœur, et pourtant, elle allait déchirer toute une vie. Ce jour-là, le destin de Sophie Garel a basculé dans une obscurité silencieuse dont elle ne sortirait jamais vraiment. Lorsqu'elle s'est éteinte, le 14 mai 2026, à l'âge de 84 ans, la France n'a pas seulement perdu une icône de l'écran, elle a redécouvert la douleur cachée derrière le sourire élégant d'une femme qui, pendant des décennies, avait continué à avancer alors que son cœur, lui, avait déjà été brisé en 1000 morceaux. À la fin des années 60, Sophie Garel incarnait cette élégance française que les caméras adoraient capturer. Lorsqu'elle apparaissait à l'écran, tout semblait soudain plus léger, plus raffiné, presque irréel. Sa voix avait la douceur des nuits parisiennes, et son sourire, ce sourire donnait l'illusion d'une femme à qui la vie avait tout offert. Pourtant, derrière les projecteurs, derrière les robes impeccables et les applaudissements, une autre histoire s'écrivait déjà. Une histoire faite de silence, d'attente, de blessures invisibles. Et au centre de cette histoire, il y avait Jean-Yann. Au début, Sophie croyait avoir rencontré un homme brillant, libre, différent des autres. Il parlait fort, riait fort, imposait sa présence comme un orage dans une pièce calme. Elle admirait son intelligence, son audace, cette manière qu'il avait de sembler au-dessus des conventions. Beaucoup les regardaient comme un couple mythique du paysage artistique français. Ils étaient jeunes, célèbres, admirés. Mais les histoires que le public envie le plus sont parfois celles qui détruisent le plus en silence. Car très vite, quelque chose s'est fissuré. Jean-Yann supportait difficilement que Sophie attire autant de lumière. Selon plusieurs proches du couple, il critiquait ses projets, minimisait ses ambitions, freinait ses envies de cinéma et de musique. Il voulait être le centre, toujours. Et Sophie, elle, aimait trop pour voir le piège se refermer autour d'elle. Combien de femmes confondent encore l'amour avec le sacrifice? Combien acceptent de rétrécir pour ne pas perdre celui qu'elles aiment? Puis vint l'année 1970. Sophie avait 27 ans. Lorsqu'elle apprit qu'elle était enceinte de leur fils Thomas, elle imagina naïvement que cette nouvelle rapprocherait enfin leur couple. Peut-être croyait-elle qu'un enfant adoucirait les colères, calmerait les tensions, transformerait cet homme distant en père aimant. Mais certaines phrases détruisent plus sûrement qu'un abandon. Et celle que Jean-Yann lui lança ce jour-là allait rester gravée dans sa mémoire jusqu'à la fin de sa vie. Pas un cri, pas une dispute, juste une phrase froide, presque clinique. Puis le bruit d'une valise que l'on ferme, une porte qui claque, et le silence. Un silence immense. Sophie resta seule au milieu de cette vie qui s'écroulait d'un seul coup. Seule avec un enfant à venir, seule avec la peur, seule avec cette humiliation impossible à raconter. Comment continue-t-on à sourire quand le cœur vient d'être réduit en poussière? Comment entre-t-on sur un plateau de télévision alors qu'on a pleuré toute la nuit? Pendant que le public continuait de voir en elle une femme lumineuse, Sophie traversait l'une des périodes les plus sombres de son existence. Les médecins parlaient de fatigue nerveuse, les amis parlaient de chagrin. Mais au fond, c'était bien plus que cela. Elle avait l'impression d'avoir disparu à l'intérieur d'elle-même. La grossesse de Sophie Garel ne ressemblait en rien aux images heureuses que les magazines aiment raconter. Il n'y avait ni promesse rassurante, ni main posée sur son épaule, ni foyer apaisant où attendre la naissance d'un enfant. Il y avait un appartement devenu trop silencieux, des nuits interminables, des lettres jamais envoyées, et surtout, cette sensation terrible d'avoir été abandonnée au moment où elle avait le plus besoin d'être aimée. Chaque matin, Sophie se levait avec le même poids dans la poitrine. Elle continuait parfois à apparaître devant les caméras, maquillée, coiffée, élégante comme toujours, mais personne ne voyait ses mains trembler avant d'entrer en studio. Personne n'entendait les sanglots qu'elle retenait dans les loges pour ne pas abîmer son maquillage. À cette époque, parler de souffrance psychologique restait presque honteux. Alors elle se taisait, encore et encore. Comme tant de femmes de sa génération, elle apprit à transformer sa douleur en silence. Les proches qui l'ont connue durant ces années racontent une femme profondément fragilisée. Sophie mangeait peu, dormait mal, évitait les soirées mondaines.
Elle, qui illuminait autrefois les plateaux, commençait lentement à disparaître du paysage médiatique. Certains producteurs pensaient qu'elle faisait simplement une pause. D'autres murmuraient qu'elle n'avait plus la même énergie. Mais aucun d'eux ne comprenait réellement ce qu'elle traversait. Car il existe des blessures qui ne laissent aucune trace visible. Des blessures qui continuent de saigner derrière un sourire parfaitement maîtrisé. Le plus douloureux, peut-être, n'était même pas le départ de Jean-Yann. C'était ce qu'il avait détruit en elle. Sophie avait peu à peu perdu confiance en sa propre lumière. Pendant des années, elle avait entendu qu'elle devait ralentir, se faire plus discrète, ne pas prendre trop de place. À force d'aimer un homme qui voulait la contrôler, elle avait fini par douter d'elle-même. Et lorsque cet homme est parti, il a laissé derrière lui une femme qui ne savait plus très bien qui elle était. Pourtant, au milieu de cette obscurité, il y avait Thomas, son fils, son refuge, sa raison de continuer. Sophie racontait parfois que la première fois où elle a tenu son bébé dans les bras, elle a compris qu'elle n'avait plus le droit de s'effondrer. Alors elle s'est battue, pas comme dans les films, avec de grands discours ou des scènes héroïques. Non. Elle s'est battue dans les détails invisibles du quotidien, en acceptant des projets modestes pour payer les factures, en renonçant à des rôles prestigieux en Italie pour rester près de son enfant. En apprenant à sourire à son fils, même les jours où elle se sentait détruite intérieurement. Et jamais, jamais elle ne parla mal de son père devant lui. C'est sans doute cela qui impressionne encore aujourd'hui tant de Français. Sophie aurait pu choisir l'amertume. Elle aurait pu raconter publiquement les humiliations, la domination psychologique, les années de souffrance. Mais elle protégea Thomas jusqu'au bout. Certaines douleurs deviennent des armes. Elle décida d'en faire un silence digne. Les années passaient, les interviews se faisaient plus rares. Sophie vivait presque recluse, entourée seulement de quelques amis fidèles du monde artistique. Des rumeurs circulaient sur des journaux intimes qu'elle aurait écrits en secret, racontant les manipulations et l'emprise qu'elle avait subies. Mais elle ne publia jamais rien. Comme si une partie d'elle refusait encore d'exposer complètement sa cicatrice au regard du monde. Au fil des années, Sophie Garel s'éloigna lentement des écrans. Non pas parce que le public l'avait oubliée, mais parce qu'elle-même avait cessé de croire à cette lumière dans laquelle elle avait pourtant tant brillé. Dans les années 70, son visage restait encore connu dans toute la France. Sa voix élégante, son charme discret, cette manière presque rare de parler aux téléspectateurs avec douceur, tout cela faisait encore d'elle une figure respectée du paysage audiovisuel français. Pourtant, derrière cette image raffinée, Sophie traversait une fatigue émotionnelle que peu de gens soupçonnaient. Après le départ brutal de Jean-Yann, elle avait dû réapprendre les gestes les plus simples de la vie, payer les factures, organiser ses journées autour d'un enfant. Elle trouvait du travail tout en cachant son épuisement intérieur, car élever seul un fils dans ce milieu exigeant n'avait rien d'un conte moderne. À cette époque, les fans abandonnées étaient souvent jugées en silence. On leur demandait de rester dignes, discrètes, presque invisibles dans leur douleur. Sophie, elle, choisit justement cette discrétion. Elle ne cria jamais sa souffrance. Elle ne transforma jamais son histoire en scandale médiatique. Pourtant, les blessures étaient profondes. Des proches racontent qu'elle recevait régulièrement des propositions de tournage en Italie. Plusieurs réalisateurs voyaient encore en elle cette actrice française capable d'apporter une élégance rare au cinéma européen. Beaucoup pensaient qu'elle accepterait, mais Sophie refusait presque toujours. Officiellement, elle parlait d'un besoin de stabilité. En réalité, elle ne voulait pas éloigner Thomas de sa vie quotidienne. Elle préféra sacrifier une partie de sa carrière plutôt que de laisser son fils grandir sans présence maternelle. Et c'est peut-être là que réside la tragédie silencieuse de nombreuses femmes. Elles renoncent à leurs rêves, non parce qu'elles manquent de talent, mais parce qu'elles doivent réparer seules ce que d'autres ont détruit. Avec le temps, Sophie devint plus réservée encore. Elle fréquentait peu les grandes soirées parisiennes. Les interviews se faisaient rares. Lorsqu'un journaliste évoquait Jean-Yann, son regard changeait immédiatement. Une ombre passait sur son visage, rapide mais visible. Un jour, elle admit simplement que cette relation restait une blessure qui ne disparaît jamais complètement. Puis elle se tut. Ce silence en disait souvent plus que de longues confidences. Selon plusieurs amis du milieu artistique, Sophie écrivait énormément durant ces années-là. Des carnets, des notes, des pensées griffonnées au milieu de la nuit. Certains affirmaient qu'elle y racontait l'emprise psychologique qu'elle avait subie. Des critiques constantes,
la jalousie, cette manière subtile de lui faire croire qu'elle devait rester dans l'ombre. Mais elle ne publia jamais ces textes. Jamais. Comme si protéger son fils restait plus important que révéler sa vérité au monde entier. Malgré tout, Sophie continuait d'avancer avec une élégance bouleversante. Elle accompagnait Thomas à l'école, travaillait quand elle le pouvait, répondait encore avec gentillesse aux admirateurs qui lui écrivaient. Devant les autres, elle gardait cette allure calme et distinguée qui avait fait sa réputation. Mais au fond d'elle-même, une partie de son cœur était restée figée dans ce moment précis où un homme avait refermé une valise avant de quitter sa vie. Les années passèrent comme passent les marées sur les côtes du sud de la France, lentement, silencieusement, en laissant derrière elle des traces que personne ne remarque vraiment. Sophie Garel avait quitté peu à peu le tumulte du monde artistique. Elle vivait désormais loin des projecteurs, dans une maison simple près de la mer, entourée de quelques souvenirs, de quelques livres, et surtout d'un calme qu'elle avait mis des décennies à retrouver. Les habitants du village la croisaient parfois au marché ou au bord de la plage. Beaucoup ignoraient qu'elle avait autrefois été l'un des visages les plus élégants de la télévision française. Sophie aimait cette discrétion nouvelle. Après une vie passée sous les regards, elle semblait enfin respirer loin des caméras. Pourtant, ceux qui la connaissaient intimement disaient qu'une certaine tristesse habitait encore son regard. Une tristesse douce, silencieuse, presque impossible à expliquer. Comme si une partie d'elle était restée enfermée dans le passé, car certaines blessures vieillissent avec nous. Au fil du temps, Sophie avait compris que ce qui l'avait le plus détruite n'était pas seulement l'abandon de Jean-Yann. C'était le fait d'avoir oublié sa propre valeur en aimant trop profondément. Avant sa mort, elle aurait confié à son entourage que son plus grand regret n'était pas d'avoir été trahie, mais d'avoir perdu une partie d'elle-même dans cette relation. Cette phrase bouleversa de nombreuses personnes lorsqu'elle fut révélée après son décès. Combien de femmes se reconnaissaient dans ces mots? Pendant des années, Sophie avait cru qu'aimer signifiait supporter, attendre, pardonner sans cesse. Elle avait accepté de réduire sa lumière pour ne pas déranger celle de l'homme qu'elle aimait. Et lorsque cet homme était parti, elle avait découvert un vide immense, celui d'une femme qui ne savait plus très bien qui elle était devenue. Heureusement, il y avait Thomas. Son fils resta le centre absolu de sa vie jusqu'à ses derniers jours. Sophie parlait peu de sa douleur devant lui. Jamais ne transforma le père de son enfant en ennemi. Jamais elle ne laissa son amertume empoisonner leur relation. Cette retenue força l'admiration de nombreux proches, car il faut une force immense pour protéger un enfant de ses propres blessures. Avec le temps, plusieurs jeunes artistes commencèrent à voir en Sophie un symbole discret de résilience féminine. Sa carrière avait été interrompue, sa vie sentimentale brisée. Pourtant, elle avait continué à avancer avec dignité, loin des scandales et du besoin de vengeance. Dans un monde où tout s'expose, où chaque douleur devient un spectacle, Sophie avait choisi le silence. Même les fameux journaux intimes qu'elle aurait écrits durant ces années les plus sombres ne furent jamais publiés. Certains éditeurs auraient tenté de les obtenir, mais elle refusa toujours. Elle disait simplement qu'elle ne voulait pas que son fils découvre toute l'étendue de sa souffrance. Puis vint le printemps 2026. Affaiblie par l'âge, Sophie vivait ses derniers mois dans une grande simplicité. Selon plusieurs proches, elle semblait plus apaisée qu'autrefois, non parce qu'elle avait oublié le passé, mais parce qu'elle avait enfin cessé de laisser cette douleur définir entièrement sa vie. Et lorsque la France apprit sa disparition, beaucoup ne pleurèrent pas seulement une ancienne actrice, ils pleurèrent une femme qui avait traversé l'amour, l'abandon et la solitude sans jamais perdre totalement sa dignité. Après l'annonce de la mort de Sophie Garel, un étrange silence traversa la France. Ce n'était pas seulement la disparition d'une ancienne vedette de télévision, c'était autre chose. Quelque chose de plus intime, de plus douloureux. Comme si, soudainement, tout un pays redécouvrait derrière les archives en noir et blanc le visage d'une femme qui avait souffert bien davantage qu'on ne l'avait imaginé. Très vite, les réseaux sociaux et les médias français recommencèrent à partager d'anciennes interviews de Sophie. On la voyait sourire sur des plateaux télévisés des années 70, chanter avec grâce, répondre avec élégance aux journalistes. Mais aujourd'hui, ces images semblaient différentes. Le public regardait enfin au-delà du sourire, au-delà de la beauté, et beaucoup se demandaient combien de douleurs cachait-elle déjà derrière cette voix calme,
et ce regard si doux. Certaines séquences bouleversèrent particulièrement les Français. Dans l'une d'elles, Sophie expliquait discrètement qu'il existe des blessures qui continuent de vivre à l'intérieur de nous, même lorsqu'on croit les avoir oubliées. À l'époque, cette phrase était passée presque inaperçue. Après sa mort, elle prit un tout autre sens. Car avec les années, Sophie Garel était devenue, malgré elle, le symbole d'une génération de femmes qui avaient appris à souffrir en silence. Des femmes abandonnées, mais contraintes de rester fortes. Des femmes qui continuaient à préparer les repas, à travailler, à sourire à leurs enfants, même lorsque leur propre cœur s'effondrait en secret. Et peut-être est-ce pour cela que son histoire touche autant aujourd'hui. Parce qu'au fond, Sophie ne racontait pas seulement sa propre douleur, elle racontait celle de milliers d'autres femmes invisibles. Plusieurs personnalités du monde artistique lui rendirent hommage après sa disparition. Certains évoquaient sa douceur presque rare dans ce milieu parfois brutal. D'autres parlaient de sa pudeur, de sa dignité, de cette élégance qu'elle avait conservée jusqu'au bout, malgré les épreuves. Beaucoup furent frappés par un détail. Sophie n'avait jamais cherché à détruire publiquement Jean-Yann, même après tout ce qu'elle avait traversé. Dans une époque où chaque rupture devient un affrontement médiatique, ce silence impressionnait profondément. Des proches révélèrent également qu'elle avait longtemps gardé près d'elle des lettres et des notes écrites durant ses années les plus sombres. Des pages entières où elle parlait de solitude, de peur, mais aussi du combat quotidien pour ne pas sombrer devant son fils. Pourtant, elle n'avait jamais voulu publier ses écrits, comme si protéger Thomas restait encore plus important que réparer sa propre mémoire. Cette retenue donnait à son histoire une force particulière. Car Sophie ne cherchait ni vengeance, ni compassion excessive. Elle voulait simplement préserver ce qui lui restait de plus précieux, sa dignité. Dans les jours suivant son décès, de nombreuses femmes témoignèrent publiquement de l'impact que son parcours avait eu sur elles. Certaines racontaient avoir vécu un abandon similaire, d'autres disaient reconnaître dans son silence le leur. Une phrase revenait souvent. Elle nous a montré qu'on peut être brisé sans devenir amer. Et peut-être que l'héritage le plus fort laissé par Sophie Garel se trouve précisément là, dans cette manière presque bouleversante d'avoir traversé la douleur sans jamais laisser la haine détruire complètement son cœur. Car il existe des êtres qui brillent par leur succès, d'autres par leur talent. Mais Sophie, elle, restera surtout dans les mémoires comme une femme qui avait appris à survivre avec élégance au milieu de ses propres ruines. Dans les derniers mois de sa vie, Sophie Garel parlait très peu. Le temps avait ralenti ses gestes, adouci sa voix, mais il n'avait jamais totalement effacé certaines blessures anciennes. Ceux qui lui rendaient visite racontaient une femme paisible en apparence, souvent assise face à la mer, les mains immobiles, comme absorbée par des souvenirs que personne d'autre ne pouvait voir. Parfois, elle évoquait encore le passé. Pas avec colère, pas avec haine, seulement avec cette fatigue silencieuse que portent les personnes ayant trop longtemps vécu avec la douleur. Elle disait que certaines histoires d'amour ne finissent jamais vraiment. Même lorsqu'elles sont terminées depuis des décennies, elles continuent d'exister quelque part dans les replis de la mémoire. Et Jean-Yann restait précisément cela pour elle, une absence qui avait laissé une trace éternelle. Selon plusieurs proches, Sophie aurait confié peu avant sa mort qu'elle avait finalement pardonné. Cette révélation surprit beaucoup de monde. Car comment pardonne-t-on à quelqu'un qui vous a abandonné au moment le plus fragile de votre vie? Comment oublie-t-on une phrase capable de briser une existence entière? Mais le pardon de Sophie n'était pas un oubli. C'était plutôt une manière de déposer enfin le poids qu'elle avait porté pendant tant d'années. Elle avait compris que continuer à vivre dans la rancœur revenait à laisser cette souffrance gouverner encore son existence. Alors, doucement, avec le temps, elle avait appris à regarder son passé autrement, non pour l'effacer, mais pour ne plus être prisonnière de lui. Avant sa disparition, elle aurait également laissé quelques lignes destinées à son fils Thomas, des mots simples, profondément humains. Elle y écrivait que le plus douloureux dans sa vie n'avait pas été d'être trahi, mais d'avoir oublié sa propre valeur par amour. Cette confession bouleversa profondément ceux qui en entendirent parler après sa mort. Car derrière cette phrase, il y avait toute l'histoire de Sophie Garel, l'histoire d'une femme admirée par la France entière, mais qui avait longtemps cessé de s'aimer elle-même.